Mesdames et messieurs, en vos titres et en vos fonctions, chers collègues, chers amis et chers étudiants, puisque je crois que votre directrice, Sylvie, a prononcé des mots très sensibles pour ce qui vous concerne et je ne peux que m'associer à ces propos. Donc il m'incombe de prononcer les premiers mots de ce colloque. Lourde responsabilité. Je vais donc commencer à vous endormir dès le début de cette journée. Un mot pour remercier à la fois Sylvie, bien sûr, et puis les étudiants de la chaleur de leur accueil. C'est toujours parfait. On a envie de revenir à chaque fois. Hein. Nous sommes tellement chouchoutés que, en définitive, on prend vite des habitudes, si vous voulez. Hein. Et on se prend à regretter de n'être pas ainsi traité partout. Alors, vous m'avez demandé de parler de la donation-partage après l'arrêt du 2 juillet 2025. On va essayer peut-être de ne pas trop décourager l'assistance, mais malheureusement, l'histoire commence par un espoir déçu. Personne n'ignore l'opiniâtreté légitime, à mes yeux, avec laquelle la première chambre civile pourchasse la fausse donation-partage pour démasquer une usurpatrice trop répandue, la donation indivise, colorée du titre de donation-partage. Néanmoins, un doute pouvait encore subsister sur le sort d'un acte attribuant à plusieurs des gratifiés un lot pro parte divi et pro parte indivi. Est-ce que c'était l'ultime position de repli, la redoute retranchée, d'où défendre avec vaillance et jusqu'à la dernière cartouche la qualification de donation-partage dans l'espoir de sauver l'acte, sinon dans son entier, du moins pour partie. Alors, à l'écoute de la doctrine classique, un optimiste invétéré, vous l'avez parmi vous, a osé soutenir que put suffire à caractériser la donation-partage tout entière, un partage partiel quant au bien réparti, du moment que personne ne se trouve alloti pour tout potage d'une simple quote-part. Comme l'écrivait notamment Pellegrin, à la suite des auteurs de son temps, dans sa thèse qui a longtemps fait autorité sur le sujet, il a toujours été admis qu'un partage peut être limité à une partie des biens sans que l'opération de partage soit altérée dans ses éléments substantiels et dans sa nature. Cela est vrai, écrivait-il, tant du partage ordinaire que du partage d'ascendant. Plusieurs auteurs opinaient dans le même sens. Alors, le législateur moderne n'avait-il pas d'ailleurs apporté un modeste filet d'eau à ce moulin-là, lorsque, dans la donation-partage transgénérationnelle, il a admis qu'une indivision reste permise entre les descendants d'un degré subséquent. Donc la notion même de donation-partage s'en trouve ébranlée. Dans une vue un peu plus pessimiste, un éminent auteur qui est parmi nous, je ne le nommerai pas, préconisant en somme plutôt une partition, que fussent identifiées d'un côté une donation-partage valide à hauteur des lots composés de biens divis, et de l'autre une donation indivise pour le surplus. Pour autant, bien sûr, que les juges du fond ne constatent pas l'indivisibilité de l'acte, qui pourrait se déduire, par exemple, de ce que les biens indivises seraient répartis selon des quotes-parts inégales, voire très inégales, ajustées pour égaliser les lots. Eh bien, rien n'y aura fait. La bataille est perdue. Dans l'espace qui a donné lieu à l'arrêt du 2 juillet 2005, 2 époux ont souscrit avec leurs 4 enfants un acte intitulé « Donation-partage », ainsi conçu. 3 des descendants reçoivent chacun, outre des parcelles de terrain, le tiers indivis d'une maison d'habitation. Le 4e se voit attribuer une soulte représentant évidemment la valeur du quart des actifs. Et ce petit dernier, qui, ayant sans doute mésusé de son argent, assigne ses cohéritiers en partage judiciaire pour exiger, et cyniquement, il faut bien le dire, la requalification de la prétendue donation-partage en une donation ordinaire en avance de part, tout entière rapportable au partage. 2 des défendeurs assignent aussitôt en garantie
les héritiers du notaire prédécédé. La Cour d'appel disqualifie l'acte notarié au motif qu'il attribue à 3 des 4 enfants des biens indivis. Des biens indivis, pardonnez-moi. Le pourvoi soutient l'analyse retenue par la doctrine classique, celle que j'ai évoquée à l'instant. Certes, l'acte qui n'attribue entre certaines personnes que des droits indivis n'est rien qu'une donation entre vifs, en ce qu'il n'opère pas un partage entre tous. En revanche, tel n'est pas le cas de l'acte qui, outre qu'il allotit privativement chacun des enfants, attribue en sus des droits indivis à certains d'entre eux. Le pourvoi est rejeté sans pitié au visa de l'article 1075 du Code civil par la première chambre civile. L'exigence d'une répartition matérielle des biens entre les donataires copartagés est vue ici d'une façon intraitable, selon la Cour de cassation, qui énonce « C'est à bon droit que la Cour d'appel en a déduit que cet acte devait être requalifié en donation simple, soumise au rapport. Par conséquent, libre à l'attributaire de la soulte qui n'avait rien trouvé à redire à son lot de se raviser, une fois les parents décédés, en arbitrant au mieux de ses intérêts. » Cette jurisprudence sonne pour de bon le glas de la vraie fausse donation-partage, celle inspirée par des préoccupations étroitement fiscales. Alors, dans une présentation d'une audace et d'une originalité confondantes, je vous dirai ici d'abord un mot du présent et ensuite un mot de l'avenir. Le présent, tout d'abord. Bien, écoutez, la portée de cette décision me paraît considérable. Voilà définitivement voué à Sainte Rita, patronne des causes perdues, les praticiens qui se sont obstinés au mépris de l'authenticité, paraît-il, inébranlable, et comme à l'habitude, sous le charme captieux des sirènes fiscales, a intitulé Donation-partage d'évidentes donations indivises. Ils savent désormais 2 choses propres à leur procurer des insomnies. Premièrement, que même la moindre indivision subsistante infecte l'acte dans son ensemble, sans rémission. Et deuxièmement, que, comme le montre très clairement l'espèce commentée, le devoir de conseil du notaire est en ligne de mire. Je disais que j'allais semer dans cette assistance la consternation. Vous le vérifiez, je m'y applique. Il y a lieu de s'apitoyer en particulier sur le sort de ceux qui, avec une étonnante candeur, ont cru se protéger dans l'acte lui-même en faisant apparaître avec des mots sincères qu'ils savent pertinemment qu'il ne s'agit pas d'une véritable donation-partage. Certains vont même jusqu'à viser la jurisprudence en ajoutant que s'ils choisissent de parer l'acte authentique de cette qualification civile manifestement usurpée, c'est uniquement pour complaire à leurs clients qui l'exigent. Alors ceux-là ont tendu, me semble-t-il, le col au bourreau. D'une part, si leur responsabilité venait à être recherchée, tous les éléments sont consignés dans l'acte, soigneusement, pour que la preuve de la faute soit d'avance administrée. D'autre part, un forçage aussi explicite et lucide de la qualification civile ne ruine-t-il pas la confiance de tout un chacun en son notaire, alors que l'authenticité est, paraît-il, l'âme de la mission notariale. Pour le dire autrement, une épidémie de requalification de cet acte authentique tellement répandu ne serait-elle point un pas de géant vers la profession unique du droit que des esprits libéraux sous influence anglo-saxonne appellent de leurs vœux avec opiniâtreté ? Or, il faut y prendre garde. Contrairement à ce que certains ont pu imaginer pour se consoler, l'occurrence n'est pas si rare où une disqualification sera poursuivie. Ici, c'est un enfant qui, après avoir recueilli gaiement sa provende à la faveur d'une prétendue donation-partage,
s'empresse de réfuter la qualification apposée à cette dernière pour réclamer cyniquement le rapport du tout, parce que la valeur des biens qu'il a reçus a périclité, ou qu'il a fait de mauvaises affaires. Ailleurs, ce sera n'importe quel bénéficiaire d'un legs de quelque importance, ou bien encore le conjoint survivant, gratifié d'une donation en dernier vivant. Il trouvera un intérêt arithmétique à renverser la qualification de l'acte lorsque sa libéralité est exposée à la réduction et que les lots de la vraie-fausse donation-partage, unanimes, se sont valorisés. En effet, le jeu de l'article 1078 du Code civil qui cristallise les évaluations au jour de l'acte en vue de la réunion fictive sera écarté par la renaissance d'une donation ordinaire. Cela augmentera de façon mécanique la masse de calcul donc, de la quotité disponible, quotité disponible ordinaire pour les uns, spéciale pour l'autre, grâce à la réévaluation à la date de l'ouverture de la succession des soi-disant lots réunis fictivement. Aussi, n'y aura-t-il pas lieu à réduction? Pire, voici la menace d'un autre cas redoutable, car risquant d'être systématique. Vous vous souvenez peut-être qu'on hésite si les donations-partage sont à réunir fictivement aux biens existants non légués, à l'instar des donations ordinaires, pour composer la masse de calcul de la vocation légale au quart en propriété du conjoint survivant. Autant dire que dans le cas où la jurisprudence devrait, par malheur à mon point de vue, mais nous ne sommes pas tous du même avis dans cette salle, loin s'en faut, parfois des discussions de petit déjeuner. Donc, si, par malheur, disais-je, la jurisprudence devait considérer qu'elles ne sont pas à réunir fictivement, c'est à chaque fois que le premier conjoint survivant venu ouvrait avantage à en démontrer la nature de donation ordinaire, au prix d'une avalanche de disqualification des supposées donations-partage authentiques. Au demeurant, en campant sur une position aussi ferme, en se montrant aussi intransigeante, eh bien, la Cour de cassation finit par n'agréer de fil en aiguille la donation-partage émanant des gens fortunés. En effet, il est fréquent dans nos provinces et dans nos banlieues que la configuration des patrimoines moyens interdise de composer des lots acceptables sans les compléter serait-ce à la marge au moyen de quote-part sur quelques biens supplémentaires. Seule solution pour parfaire l'égalité. Cet acte désormais de luxe suppose par conséquent que l'on puisse disposer, sans se dépouiller soi-même, d'exactement autant de biens ou de sommes d'argent qu'il y a de têtes à allotir, voire à tout le moins que le donataire copartagé le mieux loti puisse mobiliser des soultes d'un montant suffisant pour désintéresser les autres. C'est par là qu'une vision un peu plus libérale aurait pu introduire quelque fluidité dans le pacte de famille, qui est un pacte vertueux, sans pour autant, à mon point de vue, en trahir l'esprit ni en travestir la nature. Alors après ce sombre tableau du passé, que dire de l'avenir maintenant? Déléguer l'ATA pour commencer. Il n'est que temps de revenir aux fondamentaux. 3 remarques. Tout d'abord, il serait diabolique de persévérer dans une erreur aux conséquences immédiates aussi regrettables pour le rédacteur de l'acte et dont la divulgation massive risque d'être quelques jours funestes pour le notariat tout entier. Donc pour ce qui est des simples projets de donation-partage, lorsque le patrimoine interdit de composer des lots adéquats et que la qualification provisoire de donation-partage apparaît indispensable, mieux vaut utiliser les maigres ressources qu'offre
l'article 1076 alinéa 2 du Code civil. En discutions hier. En effet, dans l'absolu, rien n'interdit de former un premier acte préparant la donation-partage, dont vous savez qu'elle peut être faite par 2 actes séparés, la donation puis le partage, et donc adorner de cette dénomination quelque chose qui est présenté comme une donation consentie en contemplation du partage à venir. Cette technique dévoie quelque peu le système, ne nous faisons pas d'illusions, mais elle a le mérite d'être irréprochable au regard de la loi. Elle conserve l'inconvénient que l'acte de partage ultérieur, comme nous le dit la jurisprudence, doit être réalisé sous l'autorité du donateur copartageant. Alors, il sera soumis au droit de partage, mais je pense que c'est un inconvénient mineur par rapport aux craintes fiscales de l'absence d'une donation-partage. Et surtout, si le décès du donateur survient dans l'intervalle, eh bien, la donation-partage est condamnée à ne jamais être parfaite. Donc, il pèse un aléa considérable sur ce système qui n'est jamais qu'une échappatoire à une jurisprudence aussi ferme. Deuxième remarque. Ensuite, concernant l'éventuel stock de fausses donations-partage déposées au rang des minutes de l'office, eh bien, tant que le disposant est en vie, l'unique solution préventive consiste à faire œuvre de persuasion pour recueillir l'accord de tous, afin d'incorporer ce qui n'est encore qu'une donation indivise dans une vraie donation-partage, à la faveur de laquelle le donateur copartageant abondera, s'il le peut, suffisamment pour organiser un partage digne de ce nom, fût-il inégalitaire, puisque la donation-partage n'a pas à être égalitaire. Enfin, troisième remarque, celui qui liquide une succession est astreint à un devoir de conseil. Si une donation indivise est mal baptisée, le notaire devra donc confesser tristement soit sa propre faute, soit celle d'un confrère. Mieux, ou d'un prédécesseur, qui ne saurait lui reprocher s'il a disparu de la circulation. Mieux, si des héritiers réservataires sont appelés à la succession, l'article 921 in fine du Code civil lui fait obligation de signaler, désormais, elle préexistait cette obligation, une éventuelle atteinte à la réserve, c'est-à-dire d'écarter l'article 1077-1 s'il y a lieu, pour mettre à cette fin en jeu une démarche liquidative banale en présence de donations ordinaires, puisque, à l'usage des étudiants, je crois qu'ils ont bien en tête que la présence d'une donation-partage oblige à une liquidation, pour ainsi dire, inversée. Donc, quand il va prodiguer son devoir de conseil, le notaire sera bien obligé, pour caractériser l'hypothèse d'une atteinte à la réserve, sera bien obligé de leur dire on ne va pas faire comme s'il y avait une donation-partage, on va être obligé de faire comme s'il y avait une donation ordinaire pour que je vous dise quels sont vos droits éventuels. Il leur doit une information individuelle en plus. Quels sont vos droits éventuels à faire réduire les libéralités de tout poil qui sont susceptibles de porter atteinte à votre réserve. Par conséquent, dans l'état actuel des choses, dès lege lata, le silence n'est pas de mise pour le notaire liquidateur. On pourra difficilement faire la nuit sur une qualification fausse de donation-partage. Délégué ferenda, maintenant. Qu'est-ce qu'on peut préconiser? Une réforme du droit civil, première possibilité. La troisième commission du 121e Congrès des notaires a proposé un chemin de réforme assez ingénieux, sous bénéfice d'inventaire, comme on disait autrefois. On s'accorderait à ce que les donations ordinaires, à condition pour elles de remplir les conditions d'unanimité circonstanciée prévues par l'article 1078 du Code civil pour les donations-partage, soit non seulement à réunir fictivement,
mais encore à rapporter que ce sont des donations pour leur valeur au jour de l'acte. Il s'agirait pour cela d'inaugurer un pacte de famille original, un pacte sur succession future d'un nouveau type, si je puis dire, un de plus, reposant sur un accord unanime recueilli soit dans l'acte de donation lui-même, soit encore dans un acte ultérieur, passé en la forme notariée. Grâce à cette innovation, un gel des valeurs stabiliserait en somme toutes les évaluations en vue du règlement de la succession. Efforçons-nous de discerner la portée liquidative de cette proposition en 4 remarques. Première remarque, l'effet d'un tel système serait concluant entre les héritiers réservataires donataires. En effet, il se ferait réciproquement, à l'époque du partage, un rapport forfaitaire de ce qui serait en somme une série de donations en avance de parts ordinaires. Par ailleurs, de leur point de vue, la masse de calcul de leurs réserves se trouverait ni mieux ni moins bien reconstituée que par la réunion fictive d'une donation-partage unanime évaluée au jour de l'acte. Mais elle le serait moins bien que par une donation isolée rapportable à forfait selon l'article 860 alinéa 4 du Code civil. Je pense que les étudiants connaissent ça. Vous savez, cet article qui fait apparaître un avantage indirect traité par préciput et hors part. Donc elle le serait moins bien que par une donation isolée rapportable à forfait selon l'article 860 alinéa 4, puisque l'avantage indirect résultant de l'éventuelle plus-value prise par les biens donnés entre donation et ouverture de la succession s'évanouirait de la réunion fictive. Deuxième remarque. Encore faudrait-il prévoir, ce qui me paraît n'avoir pas été envisagé. En outre, que l'enfant conçu postérieurement au pacte de famille aurait droit à une part complète dans la succession, compte tenu du rapport effectué par les bénéficiaires des donations auxquels il n'a pas été convié, et que cette part héréditaire lui soit procurée par une action en réduction spéciale, analogue à celle prévue en matière de donation-partage, puisque vous savez que l'enfant conçu postérieurement à la donation-partage dispose d'une action en réduction spéciale qui lui procure sa part dans la succession et non pas seulement sa part individuelle de réserve. Troisième remarque, quid de la situation des tiers? Encore une fois, je parle sous votre contrôle. J'ai essayé de réfléchir à ce que ça pourrait donner. Quid de la situation des tiers? Pour eux, la quotité disponible serait minorée de façon mécanique, exactement comme elle l'est par une donation-partage unanime, de sorte que les libéralités vouées à s'y imputer sur cette quotité disponible ordinaire, le feraient dans des conditions banales. Quatrième remarque. Pour régler le cas de ce stock si compromettant, de fausses donations-partage, qui m'inquiète pour le notariat, car j'aime le notariat, et donc ça fait environ 20 ans que je dis aux notaires ne faites pas de donation-partage indivise. C'est un concept qui n'existe pas. On ne peut pas partager et laisser en indivision. Donc à ma décharge publique, si j'ose m'exprimer ainsi, à ma décharge, dirais-je, dans toutes les formations que j'ai dispensées, j'ai des témoins. Depuis un quart de siècle, je dis, mais c'est pas possible, pourquoi faites-vous les choses ainsi? Bref, il faut régler ce stock de fausses donations-partage qui est une bombe à retardement pour le notariat. Alors pour régler le cas de ce stock, il serait sans doute judicieux de conférer subrepticement un caractère rétroactif à une telle réforme, en la déclarant applicable aux successions non encore ouvertes. C'est un peu filou, mais ça fonctionne. Tout en prévoyant que le consentement unanime à des donations, indivises ou pas, du même jour,
soit tenu pour acquis lorsque la qualification, même fallacieuse, de donation-partage, il ne faudrait pas le formuler ainsi, il faudra écrire ça avec des doigts de fée, lorsque la qualification, même fallacieuse, de donation-partage a été affichée. En somme, soit un consentement unanime, soit la position de la qualification de donation-partage à des donations indivises du même jour. Autre solution qui a ma préférence, mais je vais me faire conspuer, une réforme fiscale. Au demeurant, pour conjurer le dilemme notarial, le plus sage serait de faire tout simplement disparaître horribile dictu, les avantages fiscaux d'un autre âge, attachés à la qualification purement formelle de donation-partage sans partage, mal assis que ces avantages sont sur un concept civil défiguré inexplicablement par le Code général des impôts. Alors en conclusion, quel dommage que le législateur soit occupé à d'autres chantiers. Nous avons commencé ce propos en commentant le droit positif, en faisant état d'un espoir déçu. L'espoir n'est jamais perdu. Il faudrait œuvrer pour qu'une réforme réfléchie vint extraire les chimériques donations-partages indivises de l'ornière où elles se trouvent aujourd'hui embourbées. L'espoir, lui, disait le poète, comme le brin de paille dans l'étable. Je vous remercie.